Place à la revue de presse d'Europe 1 avec vous, Olivier Delagarde. Olivier, on revient d'abord sur ce drame à Nantes. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, disait hier Bruno Retailleau. L'affaire n'est pas tranchée pour vos journaux. Pour l'heure, c'est juste un constat sobre, clinique. L'effroi dans un lycée de Nantes, titre Ouest France. À 16 ans, il attaque des élèves au couteau, annonce le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est ce journal qu'il faut lire pour avoir les infos les plus complètes sur cet acte que l'on a donc du mal à qualifier, si ce n'est qu'il n'avait rien improvisé. L'assaillant s'était préparé avec soin, signale le quotidien, s'habillant d'un pantalon noir, de chaussures de sécurité, de lunettes teintées. L'adolescent portait aussi une cagoule, un casque sombre, 2 couteaux. L'un est pliable, l'autre est une arme de chasse. Avant de passer à l'acte, il envoie un mail à toutes les classes de son établissement. Un message qui porte pour seul objet le chiffre 21 et pour seul contenu une pièce jointe de 13 pages. Il ne s'agit pas d'une revendication, écrit le Parisien, qui apparemment l'a lu, mais d'une sorte de rédaction en 3 parties dans laquelle transpire un nihilisme nourri de théories éparses sur l'irresponsabilité des hommes face à l'urgence climatique, la dictature de la technologie et l'argent roi. Dans un français recherché, sans la moindre faute d'orthographe, note encore le quotidien, il se compare au personnage d'un tableau de Bruegel et se revendique en misanthrope actif. Justin, c'est son prénom. Justin semble très fier de ce texte, écrit-il, mais le jeune homme que les policiers en garde à vue ont trouvé fébrile, confus et s'exprimant avec difficulté, est-il bien l'auteur de ces lignes péremptoires ? Autant de questions qui, comme son acte dément, sont pour l'heure sans réponse. L'autre grand sujet, Olivier, ce sont les préparatifs des obsèques du pape François. Et au-delà de l'hommage à un pape, c'est peut-être surtout une démonstration de puissance de l'Église catholique à laquelle nous allons assister demain. Parce que la planète catho brille toujours, constate l'opinion, en gros titre. Le pape, combien de divisions ? 90 ans après la célèbre question de Staline, eh bien, le catholicisme semble mieux se porter que ce qui subsiste du communisme, répond Jean-Dominique Merchet dans ses colonnes. Sur la planète, 1,378 milliard de personnes sont baptisées, soit 18% de la population mondiale. Si la proportion n'a pas beaucoup bougé depuis le début du XXe siècle, la géographie n'est plus la même. En 1900, 60% des catholiques habitaient en Europe. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 20%. En revanche, le poids des pays du Sud a considérablement augmenté. L'Amérique latine rassemble 40% des croyants, l'Afrique 19% et l'Asie 11%. Demain, signe du rayonnement persistant de la religion catholique, des délégations de 130 pays seront présentes aux obsèques de François. Rome, carrefour du monde, titre fièrement La Croix, qui souligne que demain le Vatican va donc devenir le cœur d'une géopolitique mondiale. Certes, il s'agit d'un enterrement, confie un ancien ambassadeur près le Saint-Siège, mais quand on en parle entre nous, il s'agit d'un enterrement de travail et les responsables du protocole n'ont effectivement pas chômé, expliquent les envoyés spéciaux du quotidien. Dans le carré des chefs d'État, le placement a été réalisé comme lors des obsèques de Jean-Paul II, par ordre alphabétique des pays, en français. La langue de Molière, et en l'occurrence de Bossuet, reste effectivement la langue de la diplomatie vaticane. C'est ainsi que la délégation de Donald Trump devrait prendre place à côté de celle de l'Éthiopie. Mais pas très loin se trouveront les Français. 5 sièges pour l'Hexagone. Seront présents Emmanuel Macron, son épouse, Bruno Retailleau, Jean-Noël Barrot, et un 5e dont la Croix ne connaît pas encore l'identité. Mais évidemment, plus que les conversations des Français, ce sont celles entre Américains et Ukrainiens qui seront le plus attendues. Une rencontre en coulisses entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky serait en cours d'organisation, précise encore La Croix. Au menu de ces conversations, bien sûr, la guerre contre la Russie. Et malheureusement, les choses semblent désormais bien mal emmanchées pour les Ukrainiens. À la une du Figaro, Philippe Gély enrage. Le renversement d'alliance que l'on voyait se profiler depuis le retour de Donald Trump est en train de s'accomplir, écrit-il, de soutien de l'Ukraine. Les États-Unis passent irrésistiblement à une alliance avec Moscou. Le choix offert par Trump à Zelensky se résume à 2 formes de reddition, explique-t-il. La paix à ses conditions, qui sont celles de Poutine, ou la perte de son pays d'ici 3 ans. À tous les coups, l'on perd. Et pour bien comprendre la victoire que cela représenterait pour Moscou, il faut lire dans Le Point cette semaine cette interview rarissime de Dimitri Peskov. Celui qui est le plus proche collaborateur de Poutine ne s'embarrasse pas de circonlocutions diplomatiques pour dire ce qu'il pense de nous autres Européens. Le maître pour vous, c'est les États-Unis, et l'Europe exécute avec soin tout ce que lui demande le maître.
Question d'Adniva. Poutine respecte-t-il Macron? Réponse de Peskov. Vous seriez du Royaume-Uni, je vous parlerai de Macron, mais comme vous êtes française, je ne peux rien vous dire. Il y a effectivement des silences qui sont plus éloquents que de longs discours. Et dans ce nouvel ordre du monde qui se dessine, qui pourra tenir tête aux États-Unis? Eh bien les Chinois, Jacques. Pékin, qui vient de sortir de son jeu un atout maître, les terres rares. L'info fait la une des Échos et c'est une bombe. La Chine vient de décider de limiter ses exportations de minerais critiques dont le reste de la planète ne peut se passer. Pékin détient effectivement 69% des capacités d'extraction de ces minerais et plus de 90% des capacités mondiales de leur raffinage. Alors, un mot d'explication grâce à David Barou des Échos. En fait, les terres rares ne sont pas rares, elles sont partout, mais peu concentrées dans la terre, ce qui rend leur extraction laborieuse. Ces minerais sont des vitamines pour toutes les industries. Les voitures électriques en ont notamment un impérieux besoin. Les Tesla de Musk pourraient d'ailleurs être les premières victimes des restrictions chinoises. Et la France, me direz-vous, le plus rageant, c'est que nous avons longtemps été le numéro 1 mondial des terres rares, affirme Barou. La France a disposé autrefois à La Rochelle d'une plateforme de traitement et il suffirait de creuser pour trouver dans notre sous-sol de quoi répondre à nos besoins, affirme-t-il. Mais nos écologistes ne veulent pas de mines. Notre industrie est donc pieds et poings liés au bon vouloir des Chinois. La conclusion de tout cela, c'est qu'il nous reste, à nous Européens, l'organisation de funérailles, celle demain d'un pape sud-américain qui méprisait d'ailleurs gentiment le vieux continent. Certains y verront peut-être un symbole, car cet enterrement de première classe sera aussi le requiem des dernières illusions d'une Europe qui, par son impéritie, voit son avenir lui échapper. La revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. Merci beaucoup, Olivier.